Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire en direct d'Equipe Auto, donc le salon de l'après-vente, où vous pouvez retrouver d'ailleurs Opteven et Garantiem dans l'espace VO. Donc c'est un webinaire Opteven sur le véhicule électrique. C'est le 3e opus en fait. Deux se sont déjà tenus dans un passé assez récent. Et on s'intéresse aux véhicules électriques et plus spécifiquement aux véhicules d'occasion électrique, donc un marché naissant qui va progresser relativement vite. On aura l'occasion d'y revenir, en tout cas pour ceux qui se sont rendus sur le mondial, donc qui est juste à côté de ce hall. Vous avez vu, il n'y a quasiment que des véhicules électriques français ou chinois, et ce marché qui bénéficie de subventions relativement importantes, d'aide, de soutien de la part du gouvernement, qui ont encore été renforcées par les annonces gouvernementales et du président Emmanuel Macron. Un marché, donc pour la première fois le mois dernier, il s'est vendu plus de véhicules électriques en France que de véhicules diesel. Alors c'est un symbole, ce sera peut-être pas forcément le cas tous les mois, mais par contre on sait que c'est la tendance longue, c'est le main trend, comme disent les anglo-saxons, et qu'on va être amené à voir ça. Aujourd'hui on va se focaliser sur la batterie et la recharge. Alors la batterie qui est l'objet de pas mal d'approximations, parfois même d'erreurs, donc on va essayer parfois de remettre les choses à leur place, et sur la base d'une étude exclusive qui a été préparée par Opteven avec MOBA et YouGov, et qui va vous donner des chiffres très précis et de surcroît sur un échantillon assez large, donc des données robustes. Là aussi nous aurons l'occasion d'y revenir, mais pour alimenter les débats, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l'expertise de sachants. Alors en l'occurrence monsieur Gilles Moreau, cofondateur et directeur Open Innovation de Verkor, bonjour. Bonjour. Monsieur Guillaume Hébert, cofondateur et président de MOBA, bonjour. Bonjour. Monsieur Albert Etienne, directeur général d'Opteven, bonjour. Bonjour. Ainsi que sur monsieur Guillaume Cazenave, directeur marketing d'Opteven, bonjour. Bonjour. Alors dans un premier temps, on va peut-être commencer du coup par vous, monsieur Cazenave, si vous voulez vous présenter brièvement, même si je pense que tout le monde vous connaît, en tout cas sur le salon c'est sûr, peut-être que devant certains écrans ça l'est moins. Donc merci. Guillaume Cazenave, donc je suis en charge du marketing pour Opteven dans la conception des nouvelles offres, et on a une attention particulière forcément aux véhicules électriques qui va profondément modifier notre manière de fonctionner sur nos contrats de service dans les prochaines années. Aujourd'hui c'est encore balbutiant, mais on est certain que ça va la transformer de manière certaine dans les toutes prochaines années. Monsieur Etienne. Bonjour, donc, je suis directeur général d'Opteven pour la France, dans l'entreprise maintenant depuis un peu plus de 20 ans. Et j'ai une expérience avant toujours dans l'automobile, chez les constructeurs, équipementiers, ou chez Opteven, qui est donc un spécialiste des contrats de service, garantie, contrat d'entretien, assistance, avec une activité qui est très centrée sur le véhicule d'occasion, ce qui explique notre présence aujourd'hui sur ce salon avec les 2 stands que nous occupons avec plaisir. Alors je me tourne vers vous maintenant, monsieur Hébert, un jeune président, vous me direz c'est la mode, j'ai évoqué monsieur Macron, il est très jeune aussi, sans tout dévoiler de MOBA, parce qu'on aura là aussi l'occasion d'y revenir. Est-ce que vous pouvez quand même nous dresser votre parcours et les expertises que couvre votre entreprise? Ouais, merci déjà pour l'invitation. Donc Guillaume Hébert, je suis ingénieur de formation, et en sortie d'école j'ai cofondé MOBA. Qui est le premier certificat d'état de santé des batteries des véhicules électriques d'occasion. Voilà, donc évidemment on y reviendra un petit peu après, mais c'est une jeune start-up qui a maintenant 3 ans, on est une bonne dizaine dans l'équipe, et on est très content de travailler et d'innover autour de la mobilité électrique. Monsieur Moreau, je vous laisse le soin de vous présenter, puis de présenter Verkor, qui bénéficie pas encore d'une énorme notoriété, même si un accord avec Renault vous a mis sous les feux médiatiques, mais c'est pas encore, je pense, connu de tous les gens qui nous regardent. Pas de problème. Donc merci beaucoup de me recevoir. Donc, moi je suis Gilles Moreau, je suis un des fondateurs de Verkor. Je suis électrochimiste de formation, donc j'ai travaillé toute ma carrière dans le stockage de l'énergie, en particulier les batteries. Et donc Verkor, c'est une société de conception de batteries, fabrication en France, donc dans ce qu'on appelle des gigafactories, pour
pouvoir fournir le marché des véhicules automobiles. Donc en effet, on travaille avec Renault qui est à notre capitale. La société a un peu plus de 2 ans. On est maintenant 230 personnes et on travaille vraiment très fort pour pouvoir installer une Gigafactory sur Dunkerque qui permettra de fournir à minima 2 lignes de véhicules à horizon 2025-2026. Et juste le nom Vercors, ça vient d'où? Ça vient du Vercors. Voilà. On est basé à Grenoble et même si notre Gigafactory est à Dunkerque, on a des racines assez fortes dans la région Rhône-Alpes. Alors Guillaume, je crois que nous allons passer à quelques prévisions de marché. Alors on a choisi de non pas de faire des prévisions très très précises, puisqu'avec un organisme avec lequel on travaille, ils nous ont dit qu'il y avait tellement de doutes sur les capacités de production des constructeurs qu'il y avait des reviews quasiment quotidiennes maintenant. Donc on a préféré réfléchir sur les grandes masses. Oui, et ça, ces tendances-là, par contre, on sait qu'elles sont avérées et la variation, elle sera nécessairement infime, surtout une fois qu'on aura passé cette fichue pénurie de semi-conducteurs. En fait, c'est un baromètre, un indicateur qu'on a montré à différentes reprises, notamment lors des 2 webinaires précédents, et qui montre en fait notre perception de l'évolution du marché des véhicules d'occasion électriques, puisque c'est la préoccupation importante de tous nos partenaires distributeurs. Et on sait qu'on a une échéance qui est 2035 avec l'arrêt des véhicules thermiques. Donc on voit sur l'écran la lente montée en charge. C'est vrai qu'elle est un peu plus lente que dans nos dernières estimations. On est, vous voyez, à peu près à 14% là, des ventes de véhicules neufs complètement électriques. Et on a, du coup, on est un peu plus haut avant. Et on a un effet en fait qui se reporte sur le marché des véhicules d'occasion sur les années suivantes. Alors aujourd'hui, c'est très faible, hein, c'est 1,4% du marché. L'an prochain, on sera aux alentours de 2. Mais on voit que par exemple, en 2025, la grosse partie des voitures d'occasion vendues par des distributeurs de marque, par exemple, moins de 4 ans, on aura 13% des voitures complètement électriques. Donc l'avancée de ces véhicules sur le marché de l'occasion, elle est lente, mais elle est certaine. Et donc, il est très important de se préoccuper dès maintenant des offres de services qu'il faut associer à ces véhicules-là et de pouvoir bien répondre aux besoins des clients. Oui, et puis comme vous le dites, on est bientôt en 2023, le point d'inflexion qui est 2025, finalement, il arrive très très vite, où ça devient un marché déjà un peu plus qu'embryonnaire et où il y a 2-3 ans, on sera en plein dedans sur l'activité occasion. Voilà. Vous partagez ces ordres de grandeur Alors moi, j'avais des ordres de grandeur un peu plus optimistes du point de vue des vendeurs de batteries, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup d'engagement des grands fabricants auto, Volkswagen, BMW, Renault, Stellantis, sur du 100% électrique dès 2030. Donc en amont de la réglementation européenne qui maintenant s'est engagée à interdire la vente de véhicules thermiques dès 2035. Donc j'ai des chiffres en tête un peu plus élevés, de l'ordre de 70%, mais voilà. C'est vrai que ça pourrait s'accélérer après à l'horizon 2030. Sur les 2-3 ans qui viennent, je pense qu'on a maintenant une visibilité sur le marché de l'occasion qui est à peu près claire, mais c'est vrai que... Sur les 2-3 ans, je suis d'accord sur 2030, mais c'est vrai que le gap va être qu'est-ce qui va être mis exactement en production chez les fabricants auto. Ce qu'on a vu au marché de l'auto au salon de l'auto juste mondial, à côté, voilà. dont tu as parlé tout à l'heure, c'est vraiment une grande quantité de véhicules de véhicules électriques. Donc moi je suis plutôt optimiste pour le plus long terme, mais voilà, à court terme je pense qu'on est d'accord. Oui, le doute principal, il est sur le ramp-up des usines électriques aussi, des plateformes électriques des constructeurs et aussi sur la fourniture de batteries des gigafactories européennes, puisque ce sont celles qui seront subventionnées, comme l'a martelé avec force Monsieur le maire hier. Ouais. Si on en vient à une précédente étude, juste revenir quelques mots dessus, on avait vu qu'il y avait beaucoup de pannes communes finalement entre les véhicules électriques et les véhicules thermiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles pannes il s'agit en fait? Oui, bien sûr. Ce qu'on avait évoqué lors du premier webinaire, c'est que la voiture électrique, elle a ses spécificités, mais quand on regarde l'ensemble des pannes qui peuvent intervenir sur une voiture,
En fait, l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est 62% de pannes communes sur des pièces communes entre un thermique et un électrique. Donc après, on a 38% qui sont propres à la technologie, mais on a beaucoup de choses qui sont communes entre les deux. Et on a quelques exemples. On regardait en préparation du webinaire. On a quand même pas mal. Le GPS, il est commun à toutes les voitures, ça tombe en panne. La clim, c'est commun à toutes les voitures, ça tombe aussi en panne. Donc on retrouve quand même des pannes régulières en tout cas. De mémoire, il y avait les vitres électriques aussi. Les lève-vitres Voilà. sur certains modèles, sur certaines marques, oui, continuent encore de perdurer un peu. Mais exactement. Et du coup, on aboutit par contre à ce top 3 là, des pannes les plus fréquentes. J'ai envie de demander, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une surprise ou pas par rapport à ce que vous aviez, j'imagine, anticipé? C'est le même top 3 depuis plusieurs mois. Donc ces pannes se sont dégagées assez rapidement et c'est une constante. On a une sinistralité, c'est le terme qu'on emploie dans l'assurance pour ce type de panne, qui est assez significative sur les chargeurs de batterie, également sur les faisceaux de câbles au voltage, avec des interventions qui coûtent assez cher quand on doit les prendre en charge. Donc il y a un vrai coût en fait lié au risque aléatoire que représente l'utilisation de ces véhicules-là. Et Gilles, du coup, pardon, je reviens vers vous tout de suite, mais Gilles, j'ai envie de vous demander ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'homme de l'art, et d'une certaine manière, est-ce que c'est des défauts de jeunesse, une courbe d'apprentissage qu'il y aura sur le VE, ou est-ce que ça vous surprend, d'ailleurs? J'avoue que là, comme ça, j'ai pas tellement d'avis parce que c'est pas du tout. Ce qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui sur les véhicules électriques, on voit pas de panne de la batterie de puissance en elle-même. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Le fait qu'on ait les mêmes pannes sur un véhicule thermique et un véhicule électrique, ça aurait plutôt tendance à me rassurer. Voilà. Ce qu'on veut pas, évidemment, c'est des pannes en cascade sur des batteries de puissance parce que ça sera le poste de coût et le poste de valeur dans le véhicule qui sera le plus important, la batterie de puissance. Donc s'il y avait des pannes en cascade, ce serait compliqué. Mais là, je suis un peu rassuré. On verra avec des statistiques plus élevées quand il y aura plus de véhicules électriques sur les routes. Là, on en est au début. Aujourd'hui, ce sont des statistiques qui existent, mais qui sont peu robustes en même temps, puisqu'elles sont basées sur des contrats de garantie sur des voitures d'occasion full électrique, donc qui sont par nature peu nombreuses sur le marché, mais qui quand même, parce que nous on est un acteur multimarque, on a un bon panorama de la sinistralité de chaque marque, nous donne quand même une tendance qui est assez nette, mais on va attendre mois après mois, et puis d'ici 2 ans on y verra beaucoup plus clair. Mais c'est vrai que depuis 6-8 mois le podium il bouge pas, quoi. Guillaume. Après, juste pour nuancer l'augmentation du coût moyen d'une panne, d'après moi, je pense qu'il y a, les garagistes sont encore peu formés sur la réparabilité des véhicules électriques, et donc il y a finalement une main d'œuvre ou en tout cas une offre en termes de réparation qui reste assez limitée. Et donc quand on a une panne et qu'on va avoir un garage et qu'à chaque garage on dit on ne sait pas faire ou on ne veut pas faire, et les garages qui veulent pas faire, généralement ils disent pas je sais pas faire, ils disent un prix qui est plus élevé pour pas avoir le client. Il faut garder de vue que ça reste potentiellement sachant que c'est régulé tout ça et qu'il y a des habilitations à avoir pour pouvoir intervenir sur différents éléments des véhicules électriques. Le coût des pannes augmente, c'est significatif ou pas tant que ça? Ça, c'est un phénomène qui est général. Je ne veux pas rentrer dans les choses confidentielles. Mais... Non, il n'y a rien de confidentiel. Là, ce n'est pas un sujet d'électrique ou de thermique. Le coût moyen d'une panne, on le voit dans nos statistiques, il a augmenté significativement cette année. Les pièces ont augmenté, la main-d'œuvre un petit peu aussi. Et on a en moyenne, nous, une augmentation de 8% des sinistres que l'on prend en charge. Après, il est vrai que pour les voitures complètement électriques, la hausse est un peu supérieure. Voilà. Donc, sans en tirer d'enseignement particulier, on constate qu'on passe les 10%, alors que sur la moyenne, on est plutôt à 8% pour les thermiques. Guillaume, je propose que nous passions au slide suivant.
Et donc là, vous allez nous expliquer un petit peu, parce que sur la batterie, je le disais dans mon propos liminaire, on entend non pas tout et n'importe quoi, mais parfois pas loin, il y a beaucoup d'approximations. Donc pour singer un célèbre animateur, je vais vous demander comment ça marche. Je peux expliquer, je vais essayer d'expliquer assez rapidement, et puis avec les mains, une batterie lithium-ion, comment ça fonctionne. En gros, on va pouvoir stocker l'électricité sous la forme chimique, sous une forme chimique. Très rapidement, on a des sites qui vont permettre de stocker le lithium côté cathode, donc côté plus de notre batterie, et d'autres sites dans du graphite qui vont pouvoir stocker le lithium du côté anode, donc du côté moins de notre batterie. Et on va faire avec ces deux types de sites qui vont permettre donc on appelle ça des sites hôtes, qui vont permettre de recevoir les ions lithium. On va pouvoir faire une balançoire. Donc, quand on va être chargé, on va avoir tous nos électrons, tous nos lithiums qui vont être du même côté. Puis quand on va se décharger, ils vont passer de l'autre côté. Donc comme une balançoire, on va chercher deux états d'équilibre comme ça. Et ce qui est magique avec une batterie, c'est que le séparateur, donc ce qui est entre l'anode et la cathode, laisse passer les ions lithium, mais ne laisse pas passer les électrons. Donc les électrons, eux, font le tour et ça nous crée un champ électrique. Ou alors on force les électrons à retourner à leur place initiale en chargeant, et ça impose au lithium de revenir. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à vraiment stocker d'un côté et de l'autre. Et j'ai pu mettre sur le côté différents types de matériaux. Oui, alors sur la colonne de droite, on voit les matériaux qui commencent à faire peur aujourd'hui et dont on parle énormément. On ne peut pas s'en passer. Hein. Alors on ne peut pas s'en passer. On a plein de sortes de matériaux. Donc moi je trouve qu'ils ne font pas très peur. Peut-être je me suis habitué, mais chez certains départements achats, ça commence à faire peur. Ah oui, possible. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais donc en gros, on peut avoir différents types de cathodes. Donc LCO, LMO, NCA. Nous on travaille sur le NMC, nickel, manganèse, cobalt. Donc on en reparlera sans doute. Il y a aussi du LFP. Il y a d'autres technologies qui sont plus au niveau recherche, ou en tout cas en développement, comme le sodium-ion, comme à base de soufre, donc qui règlent des problèmes, mais qui, comme souvent, en génèrent des nouveaux. Donc voilà pourquoi on est obligé de travailler dessus. Et côté anode, on a aussi d'autres types de matériaux, plutôt graphite. Donc je parlais tout à l'heure naturellement de graphite parce que c'est toutes les batteries qui sont dans vos téléphones, dans les véhicules aujourd'hui, c'est la techno qui sert dans l'anode. Mais il y a aussi lithium titanate et tout ce qui est alliage de silicium. Donc ça, c'est la première partie de qu'est-ce que c'est une batterie. Nous, donc ça, c'était la chimie. On arrive au niveau des cellules. Voilà. Et physiquement, qu'est-ce que c'est? Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, une cathode d'un côté, un séparateur qui est la partie magique qui laisse passer les lithiums et pas les ions lithium et pas les électrons, et ensuite une anode. Et ça, on va mettre ce sandwich là sous différentes formes. Et donc il y a trois géométries qui sont très connues. Une géométrie qui s'appelle Poch. Donc c'est pour ceux qui ont des enfants et qui achètent des cartes Pokémon, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on met des cartes Pokémon, donc des cartes dans une et on scelle et c'est fermé. Des piles cylindriques, ça c'est très connu, c'est nos piles de télécommande. Et puis une technologie qui est entre les deux qui s'appelle prismatique, qui va avoir un peu des deux. C'est-à-dire que là, Poch, on est sur un sandwich, donc c'est assez facile à fabriquer. Et puis le cylindrique est dans un casing, dans un emballage rigide. Et là, on va être un peu entre les deux. Et juste pour donner des exemples, Tesla travaille sur le cylindrique. Nous, avec Renault, on travaille sur des Poch. Et puis par exemple, le prismatique, des gens comme Volkswagen ou Stellantis travaillent sur le prismatique. Donc là, il n'y a pas de... vraiment, les fonctions sont identiques et après, c'est au choix de chacun. Il n'y a pas de technologie privilégiée. Et ensuite, on arrive à l'intégration de la batterie. Après, ce que le client verra, c'est plutôt... un peu décisive, voilà. Exactement. Le client qui est le fabricant auto, nous, on travaille sur la cellule. Après, il y a un élément intermédiaire qui est une somme de cellules qui s'appelle un module. Donc on va mettre en série parallèle. Donc à nouveau, comme dans une télécommande, on met les cellules en série ou pas. Et puis après, ces modules, on va les remplir dans un pack. Et le pack, c'est ce que vous avez sous la voiture. Au salon, au mondial de l'auto, vous avez des très bons exemples un peu partout. C'est ce qu'on voit souvent en photo. Voilà. Et
Par rapport à ce que disaient Albert et Guillaume tout à l'heure, est-ce qu'on peut réparer le pack? Parce qu'on entend, là c'est pareil, des choses en disant que c'est très très difficile, que c'est très coûteux. On en est où de la réparabilité de cet élément? Alors, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est très coûteux. Donc, il y a des constructeurs qui choisissent, pour des raisons de sécurité, de tout coller, ce qui évite toutes les problématiques de vibration. Ça rend la chose très difficile à réparer. Il y a des gens qui travaillent sur des modules, donc on peut changer un module unitaire et puis pas les autres, donc ça permet une certaine réparabilité. On est encore à l'adolescence de ces technos-là, donc c'est que le début. Il y a aussi des gens qui travaillent plutôt, alors là, au niveau R&D, sur de l'éco-conception, de la réparabilité. Nous, on a un projet en cours avec des partenaires qui n'est pas encore validé, donc je ne peux pas plus en parler, mais qui permet d'aller vers ces choses-là. Mais on a encore un gros travail, on y reviendra sur le monde, sur l'écosystème de la batterie pour le véhicule électrique. D'accord. Et juste avant de venir à ce slide-là, mais on peut le laisser à l'écran, c'est simplement quand vous concevez vos produits actuellement, ceux qui existent déjà d'ailleurs pour certains, vous avez quelle source de renseignement? Parce que ça paraît quand même assez complexe par rapport à où on place le curseur de sa couverture, quoi. C'est effectivement assez complexe. Et nous, pour l'instant, il y a peu de solutions qui existent encore en réparation. On voit que ça commence à émerger, les réseaux se structurent quand on regarde la presse. Donc nous, on attend que ça aille plus loin et on espère qu'on pourra assez vite réparer ou au lieu de remplacer les batteries, parce que c'est un coût important dans la voiture. Donc s'il faut, pour que la voiture vive longtemps, remplacer régulièrement la batterie, ce ne sera pas viable économiquement pour les propriétaires. Donc c'est des sujets qu'on suit avec attention. Il y a quelques initiatives qui commencent à émerger, mais c'est encore assez balbutiant. Je dirais que tous les contrats que l'on propose aujourd'hui ou qu'on sera amené à proposer sont là pour apporter des solutions ou de remplacement ou de réparation pour ces batteries, pour apporter la sécurité nécessaire à l'automobiliste. Bon, Guillaume, ce slide il est assez éloquent finalement. C'est ce qu'on sait d'une certaine manière. Ça confirme ce qu'on sait, c'est que la batterie est une source de préoccupation encore importante aujourd'hui. Exactement. Donc nous, on a interrogé quelques propriétaires en avril dernier sur leurs sentiments par rapport à la batterie. Et bon, sans surprise, c'est quelque chose qui les intéresse, voire qui les préoccupe pour 70% d'entre eux. C'est pas surprenant dans une logique de pouvoir d'achat, dans une logique aussi de conscience écologique. Et notamment, on voit que dans les sujets de préoccupation sur le véhicule électrique pour les propriétaires, la batterie est forcément tout en haut de la liste. D'accord. Et alors cette inquiétude, on va juste faire ouvrir une petite parenthèse pour aller du côté du recyclage. Et là aussi, il y a énormément de gens qui disent finalement les batteries, ça coûte très cher, c'est des terres rares, on ne sait pas les recycler. Est-ce que vous pouvez juste démêler le vrai du faux avant qu'on révèle l'étude exclusive? Alors, démêler le vrai du faux, je serais bien embêté. Moi, ce que j'aime rappeler souvent, c'est que il ne faut pas faire un faux procès à la batterie. En effet, il y a des problématiques de matériaux. En effet, il y a des problématiques de recyclage qui sont traitées, qui sont beaucoup moins problématiques que le sentiment des gens. Donc, on pourra en reparler. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est quand même une batterie, c'est 300 kg de matière qu'on met dans un véhicule au début et qu'on récupère à la fin. Donc, on peut imaginer assez facilement une boucle de circularité. Nous, c'est ce qu'on travaille avec des partenaires très connus. Je vais pas y revenir aujourd'hui. C'est des choses qui n'ont pas toutes été annoncées. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on le compare avec un véhicule thermique, c'est 300 kg qu'on va pouvoir recycler et qui, à la fin, il va rester en vrai déchet quelques dizaines de kilos. Parce que tout le reste, on va pouvoir assez facilement, jusqu'à 90%, le recycler. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, dans la presse, on dit plutôt l'inverse. Là, c'est compliqué de recycler, mais personne ne regarde dans le détail. Moi, c'est mon travail, et vraiment, le recyclage, c'est pas du tout inaccessible. Et quand on le compare avec le thermique, on met toutes les 15 jours, 50 kilos de pétrole qui, littéralement, part en fumée.
Et là, pour le coup, on peut facilement faire la multiplication de ces 50 kilos tous les 15 jours fois 15 ans, durée de vie d'une voiture C'est ou un peu 20 plus ans. difficile à Paris depuis quelques semaines, mais Voilà, je vous tiendrai au courant. Sauf contraintes contextuelles, en effet, mais néanmoins, on est sur des ordres de grandeur qui, en termes de circularité, en termes de potentiel de faire quelque chose qui puisse être durable, ça n'a juste rien à voir. Donc c'est pour ça que nous, sur ces sujets-là, on travaille très très fort sur donc 4 piliers. Une première qu'ici j'ai appelé gouvernance partagée, mais qui est vraiment nous, à la fois inclure les gens qui travaillent avec nous et qui sont dans notre écosystème, et aussi, donc on a créé une école de la batterie avec le soutien du gouvernement pour pouvoir préparer un écosystème où les gens se retrouvent dans ce qu'on fait. On travaille énormément sur la traçabilité des matériaux, sur le recyclage et sur l'électricité propre, ou une autre manière de le dire, c'est l'impact carbone de notre batterie. Alors pour 2 raisons, déjà parce que au niveau de nos valeurs, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, c'est ça qui me motive depuis 20 ans de travailler sur le sujet du stockage de l'électricité. Et en plus, maintenant, la Commission européenne, via la réglementation batterie, et je pense que tout à l'heure avec Guillaume, on pourra en parler, via un passeport batterie, via une obligation de recyclage en fin de vie, via une obligation d'intégration de matériaux recyclés en début de vie dans nos cellules, fait que tout ça, on n'a pas le choix. Et même le plus intéressant sans doute dans la réglementation européenne, parce que là, on va aussi sur un peu de la souveraineté, c'est assez intéressant. L'électricité propre, donc le contenu carbone d'une batterie, à horizon 2030, il va être figé. On va dire, ça c'est la limite. Si une batterie a un impact en CO2 supérieur à cette limite, on ne peut pas la vendre sur le marché européen. Donc c'est pas compliqué, c'est tout ou rien. Donc les gens qui, j'ai envie de dire, n'ont pas de valeur ou n'ont pas envie de s'intéresser à ces sujets de développement durable seront juste enlevés du marché européen. C'est quand même intéressant. Je suis pas toujours... Non, mais on y reviendra parce que ça pourrait être le sujet d'un webinaire à part entière, voire de plusieurs webinaires. Mais là, voilà, maintenant, on arrive à l'étude. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser cette nouvelle étude, d'ailleurs ? Alors, ce qui nous a motivé à réaliser cette étude, c'est d'abord, aujourd'hui, on le disait, hein, le parc est quand même limité. Nous, on a des contrats de garantie, donc avoir une photo à peu près exacte de ce qui se passe sur le terrain autour de la voiture électrique et des sujets de la batterie, c'est difficile. Donc, on avait déjà fait une en avril, on a voulu poursuivre cette démarche et donc aller chercher des informations auprès des propriétaires de voitures électriques sur la batterie et la recharge. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a réussi à trouver quand même 1000 propriétaires. Ce ne sont pas juste des jeunes acquéreurs, ce sont des gens qui ont une voiture peut-être depuis moins d'1 an, mais aussi des gens qui l'ont depuis 2 ans, 4 ans, voire un peu plus. Donc ça fait un échantillon qui est quand même très représentatif. D'accord. Et alors là, il y a quand même 2 petites surprises. On parle énormément de zones urbaines. Là, on voit que finalement, dans cet échantillon-là, en tout cas, les zones rurales sont largement représentées aussi. Oui, nous, on l'avait constaté déjà sur la précédente étude et ça se confirme. Effectivement, les zones rurales sont surreprésentées chez les propriétaires de voitures électriques. Alors, le besoin serait peut-être d'autant plus en ville, mais en fait, on peut imaginer que l'accessibilité aux infrastructures de recharge étant difficile, c'est quand même plus compliqué de s'équiper en voiture électrique en ville, en tout cas pour l'instant. Alors... Donc on a interrogé les fameux pain points. Exactement, les propriétaires sur quelles étaient leurs habitudes de recharge, comment ils vivaient la voiture au quotidien. Ce qui ressort, c'est que les gens en recharge, globalement, on disait, sont plutôt du rural. En fait, on a quand même une petite partie de purs citadins. On a 12% des gens qui ne rechargent jamais chez eux parce qu'ils sont sans doute pas équipés. Mais il n'y a pas de grande surprise là-dessus. Après, nous, ce qu'on a voulu aller chercher, c'est qu'est-ce qui préoccupe dans leur quotidien lié à l'utilisation de la voiture électrique et lié à la charge notamment. Ce qui ressort, c'est que globalement, ça se passe bien, mais s'il y a des sujets qu'il faut mettre en exergue, c'est effectivement ce qui peut stresser un conducteur de voiture électrique, c'est comme sur une voiture thermique, quand on est sur la réserve, la faible autonomie, moins de 20%, c'est un sujet qui stresse les conducteurs. On a aussi la partie des trajets. Lorsqu'on fait des longs trajets, effectivement, il faut s'organiser, planifier, c'est nouveau pour la plupart des conducteurs. Et puis également la partie bornes qui sont hors d'usage. Et ce qu'on peut noter, ce qui est intéressant, c'est que
on voit une courbe d'expérience. C'est-à-dire que dans notre étude, on a à la fois des jeunes propriétaires et des vieux propriétaires de voitures électriques. Et on voit que le sujet de l'autonomie, de rouler à moins de 20% de capacité, c'est un sujet très important pour celui qui vient d'acheter une voiture électrique depuis moins d'1 an. C'est moins vrai lorsqu'il a entre 2 et 4 ans. Donc on voit qu'avec l'expérience, on s'habitue à ça. Et qu'à l'inverse, le sujet des bornes hors d'usage ressort d'autant plus. D'accord. Alors, voilà. si on poursuit, alors globalement, il faut avoir en tête quand même que ça se passe bien. Nous, on a interrogé des gens pour savoir dans ce qui leur était arrivé, comment on pouvait tirer des enseignements de ça. Et globalement, ce que disent les propriétaires, mais ce n'est pas une surprise, c'est que la capacité de la batterie diminue. Bon, il suffit de regarder la durée de vie des téléphones, de tous les appareils sur lesquels on a une batterie, je pense que ça ne surprendra personne. Mais on pouvait croire que c'était pas vrai sur la voiture électrique. Non, c'est une batterie comme les autres et donc elle perd en capacité au fil du temps. On ne sait pas dire encore exactement combien, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais voilà, c'est les batteries des voitures électriques, lorsqu'on a une capacité de 400 km, bah forcément au fil du temps, elle va baisser à 350, voire un peu plus. Ce qu'on a noté aussi, donc ça intervient relativement vite, là, par contre, dans le cycle de vie du véhicule, puisque ces gens-là n'ont pas un véhicule électrique de 15 ans. Enfin, ça veut dire que la batterie perd assez vite une partie de son efficacité sans que ce soit alarmant. Tu veux, mais en tout cas, oui, donc sur la durée de vie des batteries, il y a 3 phases principales. Il y a une première chute assez rapide où on va perdre quand même quelques pourcents, 4, 5, peut-être 6% la première année ou les 18 premiers mois. Et ensuite, on a un plateau assez doux, une pente de 1 ou 2% par an. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la fin de vie de la batterie, ce qu'on appelle aussi le genou, qui est le moment où la batterie va commencer à se dégrader très rapidement en très peu de temps. Ça intervient vraiment plusieurs années après la mise sur le marché, voire même dans la seconde vie de la batterie, parce qu'on n'en a pas parlé au moment de la recyclabilité. Mais avant de savoir si une batterie est recyclable et quand est-ce qu'elle sera recyclable, il y a les différentes phases de vie qu'elle va avoir. Et il y a ce qu'on appelle la vie en usage stationnaire. Donc voilà, cette dégringolade de l'état de santé de la batterie se ressent beaucoup les premières années. Ensuite, c'est assez doux pendant longtemps. Et ensuite, il y a une fin de vie, mais qui intervient vraiment plus tard. Et Monsieur Etienne, est-ce que ça vous surprend pas le chiffre de 58, la valeur de 58%, alors que la garantie du véhicule c'est un argument de vente depuis longtemps. Certains constructeurs en ont même fait une arme assez décisive dans l'histoire récente. Et là, alors qu'ils sont inquiets sur leur batterie, ils ne savent même pas quelle est la durée de leur garantie. J'aurais pensé avant l'étude que le pourcentage aurait été un peu plus bas. Maintenant, parce que c'est vrai que c'est quand même une préoccupation à l'achat et je pense que dans l'esprit commun des gens, ils savent que la batterie est garantie 7 ans, 8 ans. C'est assez long. Peut-être qu'ils oublient cette durée, finalement. C'est des garanties qui sont assez longues, voilà. 8 ans. Et d'ailleurs, dans les véhicules d'occasion que l'on couvre, nous, dans nos contrats, beaucoup ont encore une durée couverte par le constructeur pour la garantie. On commence à avoir pour certaines marques de modèles anciens des prises en charge à faire, notamment pour des Zoé par exemple, qui sont parmi les voitures d'occasion électriques les plus âgées en circulation, des prises en charge à faire. Mais c'est vrai que pour les gens, leur batterie est couverte au début. Je pense que le problème va se poser dans 2-3 ans, quand vous aurez un client qui voudra acheter une voiture d'occasion électrique. Là, il va se rendre compte à l'achat qu'il va lui rester peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de garantie par le constructeur. Et comme il a prévu probablement de garder sa voiture un certain temps, là, il va se demander ce qui se passe pour la couverture de la batterie. Comme il sait qu'elle coûte cher, ça va être un sujet. D'accord. Je crois que voilà. Alors moi, je trouve que la valeur de 47%, je la trouve élevée, puisque c'est quand même un client sur 2. Vous l'interprétez comment, justement, cette valeur ? C'est pas très très étonnant quand on connaît les problèmes de disponibilité ou les problèmes techniques sur des bornes de recharge publiques qui sont utilisées par tout le monde. Et quand même beaucoup parmi nous avons l'expérience d'arriver à une borne et qu'elle ne fonctionne pas. Et ça, c'est vrai pour les bornes publiques ou même les bornes dans les bureaux. Il y a moins de problèmes de fiabilité sur les bornes privées qui sont au domicile. Ça, c'est vrai au début. Quand les voitures sont jeunes. Après, avec l'âge, le problème touche aussi la recharge à domicile, bien sûr, quoi. Si on fait le lien avec notre top 3 des pannes du début, c'est finalement pas très étonnant non plus parce que
forcément, si on a des problèmes de câble, si on a des problèmes de prise de recharge, ça se retrouve. Et donc, dans la manière dont on a interrogé, effectivement, le sujet, c'était pas est-ce que c'est la batterie elle-même qui a un problème, c'est est-ce que c'est l'indisponibilité de la voiture à charger. Voilà, Donc, ça peut être le câble, ça peut être ou la batterie en propre, c'est le fameux écosystème du véhicule électrique qui est très interdépendant, notamment d'une borne de recharge. Exactement. Donc c'est aussi ça qui fait remonter de manière un peu plus importante en tout cas les incidents qu'on peut rencontrer. Mais c'est un chiffre en proportion effectivement qui nous a surpris, qui mérite aussi d'être conforté dans le temps et challengé, voir si ça s'améliore. Oui, c'est pas pour tirer des conclusions hâtives, hein, c'est juste que ça a attiré mon attention quand j'ai découvert l'étude aussi. Oui. Oui, un chiffre qu'on a noté aussi qui intéressera nos partenaires, les professionnels, c'est l'autonomie minimum dont les gens ont besoin, ou en tout cas en dessous de laquelle ils pensent à renouveler leur véhicule. Et ça, sur le marché de l'occasion, c'est un élément qui est important. Alors on peut acheter des voitures d'occasion selon l'usage qu'on a, peu importe l'autonomie, mais quand on se rapproche des 100-150 km restants de capacité, ça semble être un motif de renouvellement de véhicule assez significatif. Et alors, puisqu'on parle d'inquiétude client, il y a un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, c'est la réassurance client. Enfin, d'abord l'assurance, ensuite la réassurance. Je ne sais pas ce qu'on va inventer pour avoir le rythme ternaire qui est cher à la pensée française. Mais du coup, Guillaume, vous avez proposé quelque chose de relativement simple. C'est ce que vous évoquiez en préambule, mais là, vous pouvez nous donner peut-être un peu plus de détails sur ce que propose Moba. Oui, absolument. Alors l'idée, donc tous les chiffres issus de l'étude le montrent, hein, c'est que la batterie centralise beaucoup d'inquiétudes, à tort ou à raison, mais en tout cas on s'inquiète toujours de l'état d'une batterie sur un véhicule électrique, et encore plus particulièrement quand il s'agit de l'acheter d'occasion. Et donc nous on a voulu créer une solution qui permettait de rassurer les acheteurs de voitures électriques d'occasion via un certificat batterie, donc un document indépendant qui permet d'attester que la batterie a tel état de santé. Donc pour ça, on mesure ce qui s'appelle le SOH, le State of Health. C'est un indicateur exprimé en pourcentage qui donne le niveau de capacité résiduelle d'une batterie au bout d'un certain temps. Donc une batterie neuve a un SOH de 100%, et puis une batterie en fin de première vie va être autour de 70-75%. Donc voilà. C'est une norme, un standard, ce SOH ou pas? Alors, pas encore d'ailleurs. Pas encore. Ça fait partie des gros sujets de normaliser beaucoup plus. Ça, c'est une forme de norme marketing, dans le sens où aujourd'hui, quand on parle d'état de santé de batterie, le terme SOH arrive assez naturellement. Maintenant, on va dire que la rigueur derrière et la manière dont on calcule le SOH varie beaucoup. Et ça, c'est un des sujets justement qui doit être traité point de vue normatif. Je parlais tout à l'heure de la réglementation européenne. C'est un des sujets, la traçabilité. Et du coup, à la fois, donc moi la partie qui m'intéresse, c'est les matériaux, mais c'est toute la chaîne de valeur du matériau jusqu'au recyclage, y compris SOH, y compris seconde vie, comme tu le disais très bien tout à l'heure, qui va devoir être, dans le cadre de cette réglementation, suivi tout au long de la vie de la batterie. Voilà, donc ça c'est vraiment l'enjeu. En tout cas, la première étape consistait vraiment à apporter l'information au moment de la revente. Ouais. Voilà, et ça c'est intéressant, comment ça marche, parce que je crois que ça s'adresse à la fois aux professionnels, mais aussi à la fois aux particuliers. C'est ça. Moi je me vois mal ouvrir le capot de ma voiture électrique et essayer de me loguer par un moyen que j'ignore d'ailleurs sur ma batterie. Non, alors c'est très très simple. En fait, on a voulu développer une solution qui était la plus simple possible. Donc en gros, c'est un boîtier de diagnostic qui ressemble à ça. Ça pèse 20 grammes, ça tient dans la poche. Ça se branche sur la prise universelle de diagnostic d'une voiture électrique qu'on appelle la prise OBD. Et à côté, on a une application mobile qui est extrêmement simple d'utilisation, qui se télécharge sur les stores. Et donc en 4 clics, on peut diagnostiquer et certifier l'état de, en gros, n'importe quelle batterie, de n'importe quel véhicule électrique sur le marché, sans formation et sans compétences particulières. Donc voilà, on a voulu l'outil multimarque le plus simple possible pour faire bouger le marché là-dessus et apporter plus de rassurance, justement, on en parlait, sur les véhicules électriques d'occasion. Et est-ce que vous constatez souvent une dégradation marquée de la batterie ou pas spécialement et le deuxième temps de la question, mais là c'est pour vous tous, c'est qu'est-ce qui dégrade le plus d'ailleurs une batterie? Est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques comme il y a des best practices? Alors oui, donc là nous on a déjà diagnostiqué plusieurs milliers de batteries. Donc on commence à avoir un peu de recul sur justement ces courbes de dégradation. Donc on voit bien ce que j'expliquais tout à l'heure avec des dégradations accélérées au début. Les 3 phases d'âge. Un plateau et une chute.
Après, ce qu'on observe aussi, sans surprise, c'est que la disparité autour de la moyenne est très importante. C'est-à-dire qu'on a une courbe moyenne, qu'on reconnaît assez facilement, mais autour de cette moyenne, il y a beaucoup d'écart entre les batteries les plus dégradées et les batteries en meilleur état. Et ça, c'est lié à beaucoup de choses, mais particulièrement à l'usage que font les conducteurs de leur voiture électrique. Et là, en effet, c'est ça qui est important de retenir, c'est que nous, en tant que conducteurs, en tant que propriétaires d'une voiture électrique, on a beaucoup de leviers pour prendre soin de sa batterie, pour la faire durer le plus longtemps possible. Et donc là, il y a plein de bonnes pratiques, on peut y revenir, hein, les conditions de recharge, les conditions de stockage, les conditions de conduite. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément naturelles, qu'on n'avait pas du tout sur le véhicule thermique. Parce qu'une voiture thermique, je la stocke, globalement, ça ne va rien changer. Une voiture électrique, quand elle est stockée, elle va continuer de travailler, puisque sa batterie, la chimie de sa batterie va continuer d'exister et d'interagir. Et donc, il faut stocker dans des bonnes conditions une voiture électrique pour s'assurer que la batterie ne se dégrade pas. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de stocker autour de 50% sa batterie, éviter de la stocker à 100% ou à 0%. Enfin, c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire. Et au niveau de la conduite, il y a des choses à ne pas faire ou pas? Alors oui, alors ça c'est un peu comme sur la voiture thermique, hein, éviter les conduites trop sportives, éviter de taper trop fort dans la voiture, donc d'accélérer trop vite, etc. Et sur la recharge, donc les charges rapides, c'est pareil, les charges haute puissance, si on peut les éviter, c'est mieux. Les charges douces sont toujours mieux, ça permet en plus d'équilibrer les cellules, donc avoir un pack qui est plus fonctionnel. Voilà. Puis on pourrait continuer la liste comme ça assez longuement, mais c'est un vrai enjeu, notamment quand on parle de garantie batterie. Oui. Voilà, de s'assurer qu'on minimise le risque que la batterie tombe en dessous d'un certain seuil, voire tombe en panne. En fait, on retrouve au niveau des risques d'incidents, finalement, la même chose que pour les voitures thermiques, ce qui est lié à l'utilisation, avec en plus les problématiques liées au stockage. Donc il y a un ensemble de risques qui finalement est assez important et qui convient de bien expliquer à quelqu'un qui fait l'achat d'une voiture électrique, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Alors on va accélérer un petit peu, sinon je vais me faire appeler Arthur. Je précise juste que ces prestations-là, elles peuvent être vendues par les professionnels. Je me souviens que lors du précédent webinaire qu'on avait organisé, il y avait Monsieur Garambois de Kia qui nous avait dit qu'il ne le faisait pas pour le moment dans le réseau, mais qui réfléchissait justement à intégrer cette prestation, éventuellement même dans un package en fait, puisque par contre elle est pas nécessairement très coûteuse. Guillaume, je ne sais pas si vous voulez commenter ces valeurs. Oui, on l'a déjà un peu évoqué, mais effectivement sur le sujet des bornes de recharge, nous on s'est beaucoup intéressé à la voiture elle-même, tout l'écosystème de charge, et on a prolongé ça effectivement sur la borne pour savoir si les bornes étaient à l'origine d'incidents ou si ça pouvait perturber l'usage de la voiture. Et ce qui ressort, c'est qu'on a deux grandes familles, hein. Il y a les bornes à domicile et puis les bornes publiques avec les bornes au travail qui sont nécessairement plus utilisées. Et globalement, c'est assez fréquent. C'est un conducteur sur deux qui a déjà rencontré un incident lié à une borne et qui s'est retrouvé en situation de ne pas pouvoir recharger. Et c'est forcément un peu plus marqué sur les bornes publiques et les bornes au travail que les installations individuelles. Mais ce qu'on constate également, c'est que sur les installations individuelles, avec le temps, on a une progression d'indisponibilité des bornes individuelles. D'accord. Et donc vous, ça vous oblige à travailler, à phosphorer sur de nouvelles offres, puisque c'est ce qu'on évoquait en préambule. Là, on a vu les prévisions de marché, autant s'y préparer. Donc là, on voit typiquement la batterie sous garantie constructeur, donc un laps de temps relativement élevé, mais ensuite il y a une partie qui reste à couvrir. Et puis il y a aussi ce montant. Alors comment on définit ce montant, enfin, sur quoi quels sont ses constituants d'une certaine manière, voilà. Alors nous, effectivement, depuis 2020, on a bien intégré le fait que la voiture électrique, elle allait vivre très longtemps. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner les professionnels autour de la garantie du véhicule le plus longtemps possible. Donc on a des offres en garantie qui vont jusqu'à 20 ans et 200 000 km. Sur la voiture électrique, on n'a pas besoin encore d'aller jusque-là, mais on a senti le besoin et l'intérêt de nos partenaires distributeurs pour prolonger la garantie du constructeur. Et donc on a fait un premier pas
depuis 2 ans, qui est effectivement de prendre en charge la réparation ou le remplacement de la batterie. Alors c'est 5 000 €, c'est bien sûr pas le prix de la plupart des batteries, mais c'est déjà un premier geste et ça permet de répondre à une partie des besoins. L'ambition, c'est d'aller plus loin forcément sur ces aspects-là, parce qu'il va falloir, parce que les distributeurs nous le demandent et parce que les clients qui vont acheter une voiture d'occasion qui aura 6-8 ans auront besoin de solutions sur la batterie. Et c'est ce à quoi vous réfléchissez d'ailleurs. Donc, je crois que c'est sur le slide suivant, voilà, où on voit différentes prestations. J'imagine que là aussi, c'est fait en bonne intelligence avec les concessionnaires, enfin, avec les distributeurs. Oui, exactement. On parle beaucoup de réassurance et en fait, il y a besoin de beaucoup de réassurance à la fois pour les utilisateurs de voitures électriques, mais aussi pour les professionnels. On évoquait beaucoup le sujet de l'autonomie. Donc nous, on a développé toute une gamme de services qui permettent de rassurer le client autour de tout ce qui est lié à la charge elle-même. Et donc d'avoir un service d'assistance qui peut récupérer la voiture et la ramener à un point disponible de recharge. Parce qu'effectivement, s'il vous reste 10 km d'autonomie et que la prochaine borne est à 20, ça ne va peut-être pas suffire. Et on voit que ce sont des choses qui arrivent. On a travaillé aussi sur faciliter l'accès à la recharge. Donc on en offre la possibilité d'avoir une carte de recharge prépayée. Donc vous avez une carte que vous pouvez laisser dans la boîte à gants avec 50 € dessus. Vous allez sur un réseau public et vous pouvez complètement l'utiliser. Ça répond déjà à une petite urgence que vous pouvez avoir de temps en temps. Après, il y a toute la partie mobilité. Hein. Enfin, on a vraiment travaillé toute la réassurance. C'est vraiment tout ce qui peut arriver autour de la voiture électrique, des usages qu'on n'a pas l'habitude, d'avoir une solution d'assistance et de mobilité immédiate. Et on arrive à la bonne surprise du jour. Oui, parce que on travaille sur beaucoup de choses, mais on se connaît avec Moba depuis quelques temps déjà. On a pas mal travaillé ensemble, réfléchi ensemble, et nos activités sont forcément liées parce que nous, pour pouvoir effectivement aller plus loin sur la garantie de la batterie, il faut savoir dans quel état elle est. Et donc l'idée, c'est aussi d'accompagner les professionnels. Et donc ce qu'on propose avec Moba, c'est pour les partenaires d'Opteven qui font des garanties qui s'appellent eMove et Blue Power. C'est de pouvoir bénéficier d'un certificat de santé de la batterie offert pour chaque garantie souscrite. Ça permettra de rassurer les clients, ça a aussi une valeur marchande et c'est une opération intéressante qui permet d'aller plus loin dans le sujet. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Monsieur Etienne, je vais peut-être vous donner le soin de conclure. C'était assez riche. Peut-être le fameux exercice du consultant. On n'a pas le temps de faire des longs discours et des grandes phrases, mais peut-être les 3 bullet points que vous voudriez qu'on retienne de ce webinaire. Écoutez, nous, notre ambition est d'apporter de l'information à nos partenaires distributeurs de véhicules d'occasion pour les aider dans l'approche de ce marché. Donc on a apporté un contenu d'information technologique pour comprendre comment a été fabriquée une batterie, comment a été faite la technologie, montrer que ça se remplace, ça peut aussi se réparer, montrer qu'il y a des solutions qui existent comme celle de Moba qui peuvent apporter une aide lors de la vente de véhicules pour assurer, et puis montrer aussi par l'étude que l'on a fait auprès des propriétaires de véhicules qu'il y a quantité de services qui existent pour accompagner la vente des véhicules d'occasion électriques. Pour beaucoup sont autour de la batterie et là on a toutes nos offres à proposer avec notamment ce partenariat en ce moment avec Moba. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, merci à tous nos intervenants. Il y avait beaucoup de questions d'internautes, on n'a pas pu les prendre puisqu'on voyait bien que le temps nous glissait entre les doigts, mais on y répondra ultérieurement puisqu'on a l'identité des internautes en question. Et puis bien sûr, ce webinaire, vous pouvez le regarder en replay et le diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui attribuer une note et on compte sur votre clémence donc depuis le salon Équipe Auto. À bientôt, au revoir, bonne journée.